On part en Afghanistan avec cette enquête sur une trahison française, l'abandon de plusieurs centaines d'interprètes afghans qui ont travaillé pour l'armée française de 2001 à 2013. On en parle avec les deux invités du Grand Angle. Et ces deux invités sont deux journalistes indépendants, Brice Andloer et Quentin Muller. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous publiez aux éditions Bayard Tarjuman, enquête sur une trahison française. Alors, je donne en quelques mots le contexte de votre livre. L'armée française, on l'a sans doute un peu oublié, a employé environ 800 interprètes afghans, appelés Tarjuman, justement. Dari, c'est l'une des langues parlées en Afghanistan. La France, il faut le rappeler, a participé à cette coalition anti-Taliban en Afghanistan de 2001 à 2013. L'armée française a évidemment eu besoin de traducteurs et d'interprètes. Elle en a utilisé, entre guillemets, plusieurs centaines pendant une dizaine d'années. Et puis après la décision du président Hollande du retrait des forces françaises d'Afghanistan, la France n'a accordé dans un premier temps, en tout cas, que 174 visas à ces interprètes afghans. D'abord, question à tous les deux. Comment vous est venue l'idée de ce livre sur ces Tarjuman? Qui veut prendre la parole en premier? Vas-y, Brice. Alors, Brice Andloer. C'est venu très simplement suite à une manifestation qui avait eu lieu devant l'ambassade de France à Kaboul et conjointement devant l'Assemblée nationale à Paris. C'est à ce moment-là que nous deux, on se rend compte de ce qui est en train de se jouer. On commence à faire des articles d'abord séparément. Et petit à petit, on s'est rapproché pour enquêter plus en profondeur, puisqu'à chaque fois qu'on faisait nos articles sur ce sujet, les ministères de la Défense et des Affaires étrangères refusaient de nous répondre et on n'avait aucune réponse sur pourquoi ces visas avaient refusé. C'est la raison de notre enquête. Alors, il faut préciser que vous n'avez pas été vous-même reporter de guerre en Afghanistan. C'est un sujet qui vous a intéressé par la suite. Moi, je suis tombé en fait sur une photo de ces interprètes-là qui manifestaient devant l'ambassade française à Kaboul et j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de symbolique qui se jouait et il y avait une affaire qui était vraiment historique par rapport à la morale de l'armée et je trouvais que c'était un sujet qui revenait assez souvent avec les harkis, les Hmong et je me suis dit mais comment est-ce possible que cela se répète? Alors on va parler des harkis tout à l'heure, mais d'abord on a parlé, je disais 174 visas accordés. Ce sont des chiffres qui datent de 2015, ceux-là. Il y en a eu d'autres visas accordés depuis? Oui, effectivement, entre novembre et décembre, s'est joué une troisième vague. Enfin, moi, j'appellerais ça plutôt une vaguelette, un petit processus de rapatriement qui a été mis en place. Et on a eu 51 interprètes afghans, enfin PCRL, qui ont été rapatriés en plus. Donc ça fait à peu près 225 sur un total de 800. Ce qui est toujours très insuffisant. Voilà, on est loin du compte. Alors vous utilisez dans le titre, enfin sur la couverture de votre livre, le mot trahison, le mot est fort. La France, selon vous, a réellement trahi les Tarjuman? Elle les a trahis parce que quand l'OTAN arrive en Afghanistan, le but est de libérer l'Afghanistan, d'en faire un pays libre et démocratique. Et c'était l'espoir des interprètes quand ils s'engageaient avec les forces françaises. Ils pensaient qu'ils allaient pouvoir aider leur pays à se développer et que lorsque les militaires repartiraient, l'Afghanistan serait dans un bon état et surtout que leur vie ne serait pas en danger. Ils sont partis en les abandonnant, en les laissant dans un pays qui était non seulement dans un état désastreux, mais en plus où leur vie était très fortement menacée et ils n'ont jamais pris ces menaces au sérieux. Ils les ont sous-estimées en pensant que c'était des menteurs ou des opportunistes qui voulaient venir en France uniquement pour des raisons migratoires. Ouais. Je pense qu'il y a eu une double défaite pour l'armée française. Il y a cette défaite, effectivement, d'avoir échoué, d'avoir pu stabiliser l'Afghanistan. Et cette défaite morale vis-à-vis de ces interprètes qui ont pris tous les risques aux côtés de nos troupes françaises et qui, au final, se retrouvent lâchement abandonnés par l'État français. Alors, sur place, ils avaient été engagés, si on peut dire, par le ministère de la Défense. Oui. Quel était leur statut en Afghanistan ? Il y avait autant de statuts que de missions militaires. Il y avait certains interprètes qui étaient uniquement sur de la traduction et de la formation de l'armée afghane, d'autres qui étaient au combat. Et nous, on a découvert dans notre enquête que certains ont porté les armes, qui sont allés beaucoup plus loin que de l'interprétariat. Ils ont participé au combat. C'était des soldats. D'un point de vue juridique, ils dépendaient du droit français, du droit afghan. Comment ça s'est passé? Alors, vas-y, Brice. C'est plus compliqué que ça. Ils ont d'abord été sous du droit français. Et à partir de 2011, le ministère des Armées a délibérément changé leur statut. Leur a fait signer des contrats de droit afghan pour qu'ils ne puissent pas se retourner en justice contre l'État français. C'est ce qu'on révèle dans le livre. Voilà. Vraiment, il y a eu ce revirement en fait exprès pour, d'un point de vue juridique, se prémunir de toute action de ces interprètes-là, ces interprètes afghans, pour après après le conflit, après la guerre. Voilà, c'est ça. Ouais.
Ce qui veut dire après que le retour des troupes françaises. après la guerre, la France ne leur a même pas accordé, je dirais, un statut de réfugié, même pas accordé le droit d'asile. Alors certains l'ont obtenu en étant venus en France par leurs propres moyens, à pied ou par d'autres moyens jusqu'en France. Une fois qu'ils arrivent devant l'OFPRA en France, ils obtiennent d'ailleurs le statut de réfugié. L'OFPRA, c'est l'organisme qui s'occupe justement des réfugiés en France. Et je tiens à préciser, s'ils ne sont pas dublinés dans des pays où ils ont été arrêtés pour prendre leurs empreintes. Ce qui veut dire qu'ils sont arrivés dans un autre pays de l'Union européenne, ils doivent y rester. Voilà, s'ils ont été dublinés dans un pays comme les Pays-Bas ou comme l'Allemagne... C'est l'accord de Dublin, il faut rappeler. D'accord. Exactement. Il prévoit que si un étranger arrive dans un des pays de l'Union européenne, il reste dans le pays d'origine, enfin dans le pays le premier pays où il arrive. Donc on se retrouve dans certaines situations où des interprètes qui sont partis par leurs propres moyens parce qu'ils n'avaient pas eu le visa accordé par la France, ont été dublinés dans un pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne et arrivent en France pour demander asile. Et au final, on leur dit non, vous ne pouvez pas puisque vous avez été dubliné dans ce pays-là. Donc vous devez retourner dans ce pays-là. On va vous expulser, on va vous transférer dans ce pays-là. Alors tous les deux, mais vous, Brice, vous parlez beaucoup dans votre livre de Caroline Decroix. C'est une juriste, je crois, qui s'est occupée qui a créé une association. Une avocate bénévole qui a créé l'association des anciens interprètes afghans de l'armée française en 2015. Quand elle avance cette affaire dans un article de presse, elle décide de se dévouer à cette cause. On la voit là sur la photo, hein, c'est elle avec son t-shirt. Au milieu des Afghans. Et donc elle a créé cette association, pardon. Elle crée cette association avec un profond sentiment d'injustice qui est en train de se jouer. Et ses convictions d'avocate l'ont poussée à régler cette injustice et à entamer des actions en justice, à fédérer un collectif d'avocats bénévoles et à contacter tous les interprètes qui étaient sur place pour qu'ils puissent eux aussi se fédérer en association. Et c'est vraiment ce collectif qui a fait en sorte que cette affaire puisse monter et qu'on puisse rapatrier les dernières personnes qui le souhaitaient encore et qui pouvaient, ceux dont on avait encore connaissance en Afghanistan. Alors justement, les 550 interprètes afghans, Tarjuman, qu'est-ce qu'ils sont devenus ceux qui n'ont pas été acceptés par la France? Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Il y a plusieurs destins... que vous racontez d'ailleurs dans le livre. Hein. Oui, certains ont pris, comme on vous l'a dit, la route de l'exil avec des migrants de manière anonyme. Ils sont arrivés soit en France, soit ils ont échoué malheureusement dans d'autres pays où ils n'avaient aucune accroche, où ils n'avaient aucune attache. D'autres ont fait le choix de rester parce qu'ils avaient des femmes, des enfants, une femme, des enfants, et ils ne souhaitaient pas prendre ce risque de partir. Et ces gens-là vivent dans la peur, parce que dans leur pays, évidemment, aujourd'hui, ils sont considérés comme des traîtres, pas forcément que par les talibans, mais aussi par la population locale, qui les voit souvent comme des traîtres à la nation et comme des infidèles et parfois même comme des athées, des koufars. Alors, où sont les responsabilités, en fait, dans cette affaire? D'abord, du côté français, c'est l'administration, c'est les politiques. Qui est responsable en premier de la situation de cet Tarjuman? Nous, on emploie le terme de scandale d'État parce qu'on a le sentiment que c'est une défaillance de l'État à tous les niveaux. Ça va de l'accueil de l'ambassade jusqu'au cabinet du président de la République. Tout le monde s'est désintéressé de cette affaire et n'a pas souhaité la résoudre à la hauteur de ce qu'elle méritait. L'État français est vraiment passé à côté de l'enjeu symbolique qu'il y avait derrière cela. Mais pour quelle raison? Comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que ce n'est pas non plus des milliers de personnes, c'est quelques centaines de traducteurs, d'interprètes. Et comme disait Brice, ces hommes politiques ont vraiment loupé la portée symbolique de cette affaire et ont considéré ces gens-là comme des migrants. Donc c'était des chiffres en plus qu'il fallait intégrer déjà aux chiffres de la migration. Et donc ces chiffres-là ponctionnaient des budgets un peu au ministère du Logement, un peu à la Défense, un peu aux Affaires étrangères. Donc ces gens-là étaient considérés vraiment comme des numéros. Et il y a eu vraiment un désintérêt Oui, dans le livre, vous êtes même plus dur que ça, parce que vous dénoncez l'opacité de la prise de décision, dans le secret des cabinets ministériels. Oui. Tout ça, ça s'est passé entre quelques personnes dans un cabinet ou dans les interministériels. On a mis en place moins de 10 personnes au final. En 2012, on est à l'ambassade de France et on révèle, parce qu'on a eu accès à des documents confidentiels et des échanges de mails, qui révèlent qu'il y a une volonté que cette affaire ne s'ébruite pas. On ne veut pas répandre le bruit parmi les Afghans et parmi les interprètes qu'il y a un mouvement de l'État français pour les protéger. Surtout pas. Et les personnes en charge de cette vague vont même jusqu'à menacer les interprètes qui sont choisis en 2012 pour leur dire, si vous en parlez à vos camarades, on annule tout. On est dans une vraie volonté de ne pas les protéger. Dans une politique d'en rapatrier le moins possible. Ouais. Vous dites très clairement que le gouvernement de Manuel Valls ne voulait pas les accueillir. Oui, alors au tout début, on révèle que le Parti socialiste fixe un quota d'interprètes afghans qui vont être rapatriés. Le ministère de l'Intérieur notamment, qui fixe un quota, et ce quota est de 35 interprètes sur 800.
Et ce quota a été doublé par Bernard Bajolet, l'ambassadeur d'époque, mais au départ, on était sur un quota de 35. Donc on voit d'emblée une volonté d'en rapatrier le moins possible et de... Voilà. Si vous voulez, en fait, chaque ministère est dans son rôle. Le ministère de l'Intérieur fixe des quotas. Le ministère des Affaires étrangères dit moi, je fais que délivrer des visas, c'est pas à moi de choisir qui doit revenir. Le ministère de la Défense dit il faut rapatrier des interprètes, mais on renvoie la balle de la responsabilité. Et au final, le ministère de la Défense là-dessus rajoute une peur du précédent. On veut surtout pas créer un précédent juridique et une jurisprudence qui permettrait de dire sur n'importe quel conflit, il faut qu'on protège ceux qui nous aident. Alors, il y avait beaucoup d'autres pays, évidemment, dans cette coalition, et notamment les États-Unis. Comment ont fait les autres pays? Comment est-ce que les États-Unis ont géré cette crise par rapport à leurs aux interprètes qui ont travaillé avec l'armée américaine? Moi, je veux prendre le cas de l'Allemagne, puisqu'on est en Europe, on est un pays européen. Donc, le cas de l'Allemagne a rapatrié en proportion. On avait à peu près un contingent militaire égal avec l'Allemagne, et ils ont rapatrié à peu près 760 interprètes afghans. Donc, on voit bien que là, il y a eu une volonté plus généreuse d'en accueillir davantage et de se fixer sur des critères qui étaient, je pense, des critères de loyauté et de nombre d'années servies pour le drapeau allemand. Vous avez parlé des harkis tout à l'heure. Les harkis, il faut rappeler que les harkis algériens, c'était ces supplétifs qui avaient collaboré avec l'armée française pendant la guerre d'indépendance algérienne. La plupart d'ailleurs ont été abandonnés par la France après la guerre d'Algérie. Vous faites carrément cette comparaison? Vous allez jusque-là? On ne la fait pas. On ne la fait pas. On n'est pas historien, on n'est pas spécialiste pour faire ce genre de comparaison. Simplement, en plus, la situation est différente parce que les harkis étaient français quand ils se sont engagés, contrairement aux Afghans. Les Afghans faisaient ça pour leur pays, ils faisaient pas ça pour la France. Ils faisaient ça pour développer leur pays parce qu'ils pensaient que c'était important pour eux. Simplement, le seul comparatif qu'on peut faire, c'est qu'on constate qu'il y a une problématique quand une armée étrangère se déploie sur un terrain étranger, comment doit-elle protéger ceux qui l'aident? Et ça, c'est pas une problématique uniquement française, c'est une problématique mondiale. Comment va-t-on faire sur les prochains conflits quand on doit recruter des gens qui nous aident? Merci Brice Andloer et Quentin Muller. En tout cas, c'est d'autant plus difficile de mobiliser aujourd'hui, c'est que les Français ont un peu oublié qu'il y a eu cette guerre d'Afghanistan. C'est une guerre lointaine. Très loin, une guerre oubliée et un peu refoulée, une guerre lointaine. Merci beaucoup. Donc votre livre Tarjuman, enquête sur une trahison française aux éditions Bayard. Merci à tous les deux. Merci.